Bienvenue. Il y a 2 ans, dans une euphorie hors pair, les Béninois allaient aux urnes pour le second tour de la présidentielle consacrant la fin du mandat de Thomas Boniaï. De la masse populaire, l'homme était carrément vomi. Son candidat de choix, Lionel Zinsou, quoique porté par la plupart des grandes formations politiques de l'opposition d'alors, n'était pas bien loti non plus. En face, presque une machine à tout broyer. Patrice Talon avec ses 23,52%, soit 24% des voix, avec le soutien indéfectible du faiseur de roi Sébastien Adiavon, mieux du très en vue coalition de la rupture, qui ne jurait que par l'élection du roi du coton, une semaine en principe pour connaître le verdict des urnes. Mais déjà, dans la soirée du 20 mars, la messe était toute dite. 21h sonnante, Lionel Zinsou, candidat de l'Alliance au pouvoir, avait reconnu sa défaite et appelé son challenger, Patrice Talon, pour le féliciter. Sur le visage de bon nombre d'électeurs, c'était un grand soulagement. Une page de tournée. Une nouvelle ère pour le Bénin, dit-on. Mais depuis, l'eau semble avoir coulé sous le pont. Le phénomène Talon, au soir du 20 mars 2016, 2 ans après, toujours le mythe, c'est là. Mesdames, Messieurs, le thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour l'instant, analyse un politologue et un éditorialiste. À ma droite, Médéric François Gongo, éditorialiste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs de Sika TV, bonjour. Un long moment par ici. Oui, de temps à autre, puisque pour nous, le grand boulot était fait. Et il ne fallait pas donner l'impression qu'on pourchassait une personnalité, mais il fallait laisser clore les gemmes qu'on a semées sur le plan de la communication par rapport à l'anticipation sur certains faits. Et je vois qu'à la réalité, les faits semblent malheureusement nous donner raison. Merci de nous rejoindre. En face de vous, un professeur d'université Chakran, Antoine Chakran-Adebayor, pour être plus précis, politologue. Il est enseignant-chercheur à la FADESP, à l'université d'Abomey-Calavi. Antoine Chakran-Adebayor, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir est pour nous. Sachez-le, il est aussi partagé le plaisir. S'il y a une élection, mesdames, messieurs, qui a beaucoup fait rêver le peuple béninois, on citera sans conteste celle de 2016, sans passer sous silence la nuit du 20 mars, où l'ambiance, à quelques exceptions près, était bien comparable à celle de la nuit de la Saint-Sylvestre. Patrice Talon venait d'être élu président du Bénin quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote. La Cour précisera plus tard que ce fut à plus de 65% des voix. Médéric François Gongo, oui, si on devrait faire un petit retour en arrière, le soir de ce 20 mars, cette euphorie qui a régné et embrasé tout un pays. Comment on se remémore ce jour-là? Le soir du 20 mars, ce fut la victoire de la démocratie. Ce fut la preuve évidente de ce que le processus démocratique entamé au soir de la Conférence nationale des forces vives évoluait sans accroc majeur. Ce fut l'illustration de la ferveur populaire. Nous avions constaté le triomphe de la coalition de la rupture par un plébiscite accordé à l'actuel président de la République. Nous avions vu les membres de la coalition de la rupture suivre l'esprit et la lettre des accords qu'ils avaient eu à signer, qui donnaient un beau spectacle. Nous avions vu la concrétisation des propos au Bénin Marina Hotel du candidat Sébastien Jabé Adiavon, qui disait, et là je cite, qu'il s'en tenait à l'esprit des accords de la coalition de la rupture, et que si tel était le cas, que l'actuel président de la République était le deuxième, qu'il allait se plier à la décision collective. Nous avions vu un peuple dire non à une sorte de troisième mandat
de l'ancien chef de l'État qui, à quelques mois des élections, a sorti un joker détaché complètement du cocon politique, rejoint par les grands ensembles politiques, mais qui a échoué, faisant constater ainsi l'échec des partis politiques dirigés par des carriéristes politiques. Nous avions vu un candidat qui était second et qui très vite s'est empressé de féliciter le premier. Ce fut un beau spectacle. Bref, l'espoir du peuple, à plusieurs reprises, martelé, signifié par les révoltes. Je veux parler notamment du 4 ou du 5 mai 2015. Je veux parler de la poursuite des mouvements sociaux. Je veux parler de la fronde sociale. Je veux également parler de la mobilisation de cette vivante société civile qui, tel le nectar, donnait à ce miel le goût, à ce miel démocratique, son véritable goût, en jouant résolument aux veilleurs du temple, aux angbetos de la maison. Voilà ce que nous avions vu en ce moment. L'espoir s'était transformé en espérance pour donner une caution tacite aux opérateurs économiques. Ça faisait 23, 24 et ça faisait 47%. À Salé, Salifou, à Aké, Natolé, des réussites. Bref, le peuple avait désavoué la classe politique classique pour confier sa destinée une fois après l'époque des militaires, après l'époque des opérateurs, des cas techniques, économiques et financiers. Je veux parler de Soglo et de Yaïboni. Le peuple a décidé cette fois-ci de confier sa destinée à ceux qui représentaient des réussites économiques, des réussites sur le plan financier. Mais hélas... En tout cas, Médéric François Gongo, ce 20 mars reste inoubliable. Ce fut une euphorie à nul autre pareil. Au-delà des contrées du Bénin, les échos pouvaient se faire entendre. La preuve vivante reste sur ce plateau. Antoine Adebayo Chakran, loin de la mère patrie, pas sur le territoire. Les échos lui étaient pas venus. Antoine Adebayo Chakran, comment avez-vous vécu ce soir du 20 mars 2016? Écoutez, vous l'avez dit dans vos mots introductifs. Je n'étais pas au pays, c'est vrai, j'étais à Moscou quand j'ai suivi avec grande joie, si on peut dire, cette messe politique dictée par les urnes, le 20 mars 2016. À première vue, on peut dire que l'exilé politique Patrice Talon est devenu président de la République. C'est d'abord un fait inédit, un fait étonnant, et c'est encore la preuve palpable d'une démocratie rayonnante. Vous savez, quand l'ennemi d'hier vous succède sur le fauteuil présidentiel, on peut dire mais que le peuple a décidé autrement. Le peuple a fait prévaloir une certaine justice sociale, une certaine justice démocratique. Une justice démocratique qui, sans doute, a pris le pas sur les querelles, sur les ennuis, sur les difficultés, sur les soubresauts, et qui a donné un nouvel engouement à la dynamique de développement. Je crois que l'arrivée au pouvoir de M. Patrice Talon au salon du 20 mars témoigne encore une fois de la vivacité de la démocratie, comme le dit tantôt mon co-débatteur. C'est encore une preuve palpable que notre démocratie au Bénin est en marche et elle est salutaire sur le plan international. Ce qui était inattendu de plus d'un, c'était cette annonce. Médéric François Gongo, on ne saurait le passer sous silence. Il y a eu un homme, au-delà de tout, qui devrait être salué. Certains l'ont fait, peut-être pas suffisamment de voix. Lionel Zinsou, inattendu, il l'a appelé son talendier pour lui présenter ses félicitations. C'était pas gagné d'avance, Médéric François Gongo. Oui, le bruit de couloir nous faisait entendre qu'il y avait des tentatives de mise en cause, de remise en cause des résultats du second tour. Il y avait quelques velléités tendancieuses devant nous amener à un blocage, à un statu quo et éventuellement à une remise en cause, comme je le disais tout à l'heure, de tout le processus. Et donc, l'acte de reconnaissance du bon déroulement du scrutin et de certification de la victoire du deuxième
le président, l'actuel président Patrice Talon par le candidat Lionel Zinsou sonnait comme un acte de haute portée patriotique. Donc on dirait que c'est parce qu'il a été moulé dans les réalités occidentales. Donc on dirait que c'est parce que déjà, dès le premier tour, il avait constaté que l'échec et la défaite étaient consommés, que la débâcle des partis politiques, des grands ensembles politiques, je veux parler des FCBE, de l'Union fait la Nation, du PRD, de la Renaissance du Bénin, qui constituait presque la quasi-totalité du microcosme politique. Je veux parler de ce que l'homme, le candidat Lionel Zinsou, a lu l'appel du peuple. Il a perçu le message du peuple. Il a décrypté la volonté de ce peuple de ne plus accepter les concours de la honte, les concours truqués, les concours biaisés. Il a compris que le peuple béninois ne voulait plus de la grande politisation de la vie publique. Il a compris que le peuple béninois voulait de son de cloche. Donc, il n'a pas voulu participer à cette entreprise qui pourrait porter un coup fatal au processus démocratique. Il a fait preuve de classe, il a fait preuve de hauteur d'esprit pour appeler ce challenger, le féliciter, comme pour dire que le Bénin, comme ce fut le cas en 1990, comme pour dire que le Bénin ne finira jamais d'étonner positivement le sous-continent. Comme pour dire que le Bénin ne finira jamais d'étonner le sous-continent africain. Adebayor, vous l'avez suivi aussi, mais c'était pas, comme je le disais, gagné d'avance. Pour paraphraser un observateur, l'homme par qui le bordel allait venir au Bénin, c'était comme ça que l'homme était tassé pendant la campagne, le Yovo, le blanc, pour faire une traduction en français, était venu pour conduire le Bénin dans la gadoue. Mais c'est l'homme par qui le pire aurait été évité, parce que son silence ne pouvait présager de ce qui allait arriver. Écoutez, l'acte posé par le candidat Lionel Zinsou est un acte historique. Historique, dites-vous. Historique, je le dis, j'insiste là-dessus. C'est encore, je dirais, une preuve tangible que notre démocratie, comme le dit l'autre politologue français, est souvent, en tout cas comparée à l'extérieur, jamais égalée. La démocratie béninoise est une démocratie mature, une démocratie qui évolue, certes, avec donc des soubresauts, avec des difficultés, mais qui arrive en tout cas à étonner plus d'un. Ça me rappelle une phrase célèbre prononcée par un historien, politologue français, qui dit que en Afrique francophone noire, la démocratie béninoise a toujours étonné le monde. Pourquoi? Parce que nous avons connu des moments, je dirais, catastrophiques, des moments de difficulté. Mais à chaque fois, on a toujours trouvé un consensus. Et l'acte posé par M. Lionel Zinsou vient un peu nommer. Et il y a encore une telle argumentation. Écoutez, ça rappelle les grandes démocraties occidentales. Lorsqu'un candidat perd, il reconnaît avec bravoure son échec. Et ça donne encore une nouvelle, je dirais, dynamique au consensus, au processus d'entente. Si M. Lionel Zinsou se hasardait, je m'excuse du terme, à revendiquer la victoire, vous imaginez ce que le Bénin allait devenir en son temps, au salon de 20 mars. La catastrophe, le chaos. Donc il a évité de justesse cette catastrophe-là pour donner, une nouvelle dynamique, pour donner une nouvelle image à notre démocratie. Je crois que depuis 1990, le Bénin a toujours étonné, le Bénin va toujours étonner parce que notre démocratie est aujourd'hui une démocratie vivante, une démocratie qui aspire réellement au développement, une démocratie qui, par en tout cas ces difficultés, arrive en tout cas à étonner le monde pour donner, je dirais, un nouvel engouement collectif à la dynamique de développement. Oui, depuis ce soir, c'est une nouvelle ère qui visiblement s'ouvrait pour le Bénin. Et l'heure du jour d'affirmer, chacun ne devrait-il pas, au sacrifice de sa vocation et de son confort, apporter sa contribution à la reconstruction de la cité. Médéric François Gongo, presque tout était à refaire, à constater Patrice Talon. Et petitement, l'homme a commencé par mettre les jalons. Bientôt 2 ans, on y est.
Le Bénin ne sortait pas d'une guerre, encore moins d'une catastrophe naturelle. J'ose croire que ce tableau peint par le candidat élu, le président de la République, Guillaume Patrice Satanas, Guillaume Talon, que ce tableau devrait beaucoup plus relever d'une volonté de créer un déclic, de créer une nouvelle dynamique pour remettre le peuple au travail, pour préparer le peuple à l'acceptation des sacrifices qu'il devrait consentir pour amorcer le virage ainsi que voulu par la coalition de la rupture. Je préférerais placer ce propos dans ce contexte que de l'amener dans le contexte très vite appliqué dans les faits qui faisait croire que le Bénin sortait d'une situation cataclysmique et qu'il fallait tout remettre à plat. Non. Il y a eu des acquis démocratiques. Il y a eu des acquis sociaux. Il y a eu des acquis sur le plan de la liberté d'association, la liberté d'expression. Il y a eu des luttes de braves personnes qui, Togbaja ayant perdu sa vie, qui, Oleseïkou ayant été en prison, qui ayant été poussé à l'exil, qui ayant accepté comme Baparapé de subir les affres du léchage jusqu'au sang. Il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes au moment où l'exilé de sa prison dorée était la télécommande et que les syndicats n'hésitaient pas à affronter les forces de l'ordre pour se retrouver, je ne dirais pas ensanglantés, tout au moins dans du sang. Ainsi que nous l'avions constaté au CNHU, on voyait des syndicats en sang. Il y a eu des luttes pour que le pouvoir du président Boliaï ne réussissait pas, ou que ce pouvoir soit bloqué dans sa tentative d'imposer son candidat au Parlement. Bref, il y a eu des sacrifices. Mais aujourd'hui, le Bénin se retrouve à la croisée des chemins et sur tous les plans. Bon, apprécions, à la croisée des chemins, ce qui a été gagné hier, vous l'avez unanimement souligné, c'était une démocratie triomphante. Votre vis-à-vis a parlé même de consensus. Et j'aimerais bien qu'on apprécie cette démocratie aujourd'hui, sur le plan des libertés, puisque vous avez commencé par là. Aujourd'hui, la majeure, vous avez là constaté que nous vivons dans un régime de terreur. Attention, n'exagérons rien, rien que les faits, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour étayer cette accession, les Béninois ne sont plus libres de communiquer. Vous appelez quelqu'un, sur sa ligne directe, il vous dira « Raccrochez, je vous appelle sur mon WhatsApp ». Il est sûr de tout le monde que nombre de Béninois sont écoutés. Aujourd'hui, les acteurs politiques, généralement, des personnalités que je respecte parce qu'ils sont honorables, ils sont donc à honorer, qui n'étaient connus de personne, de Kudam, entre guillemets, qui ont été faits de toutes pièces par le régime des FCBE, se retrouvent aujourd'hui tétanisés, confinés, dans une position qui n'est pas certainement celle qu'ils veulent, mais tout simplement parce qu'ils sont tenus par l'exécutif, par des dossiers dans lesquels ils sont trempés jusqu'à la moelle épinière, et donc tronquent le suffrage, la confiance des électeurs contre leur sécurité du moment. Aujourd'hui, lorsque vous prenez
des latitudes pour critiquer, pas le chef de l'État, pas le respectable président de la République, pas le premier magistrat, le premier des Béninois, mais les actions et les mauvaises actions du système, il n'est pas rare d'entendre des citoyens béninois vous dire il faut faire très attention parce qu'avec ceux-là, tout peut arriver. Non, non, pas que tout peut arriver. Tout est déjà arrivé. Parce que lorsque vous avez politiquement 65% des suffrages au deuxième tour, alors que vous-même, vous n'avez eu que moins de 24%, c'est-à-dire sur 10 électeurs, 3 Béninois, la majorité relative ne vous a même pas accordé sa confiance ou leur confiance au premier tour, et que vous vous retrouvez avec les 65% au deuxième tour, forcément, c'est que des électeurs qui ne vous aimaient pas, qui n'aimaient pas vos propositions au premier tour, vous ont rejoint du fait d'appel au report de voix par certains, du fait du respect de ce sur quoi vous vous êtes entendu dans le cadre de la coalition de la rupture, du fait de l'image d'acteurs, créateurs de richesses, de success stories que vous aviez présenté au peuple et que le peuple a accepté, tout cela était là. Mais comment se fait-il que fort de ces 65%, alors même que vous aviez placé votre mandat sous le signe des réformes, dans un pays de paix, les réformes ne peuvent être effectives que dans une dynamique d'adhésion populaire, dans une légitimation des propositions et éventuellement dans un accompagnement systématique. Mais comment se fait-il que sur 4 700 000 d'électeurs, vous acceptiez avoir à dos, en moins d'1 an de votre gestion, plus de 75%. Parce qu'au demeurant, même si Abdoulaye Biotchane se retrouve là, même si Pascal Irénée Koupaki, même si on donne des freutins à certains, il est très clair qu'ils ne se retrouvent pas dans la fourchette de leur investissement dans le cadre de la coalition de la rupture. Donc politiquement, oui, nous assistons aujourd'hui à une déconfiture de la classe politique. On a voulu, je vais y aller. On a voulu finir avec la Renaissance du Bénin. On a voulu finir avec le PSD. On a démantelé la FCBE. Le PRD souffle le chaud et le froid. L'Union fait la nation est obligée de se regrouper matin, midi, soir, parce que se retrouvant congratulés dans une position congrue dans le dernier gouvernement. De l'autre côté, on a vassalisé le Parlement, nous amenant à méconnaître le président de l'Assemblée nationale qui fut l'opposant de taille, et on a démontré qu'on méprise à reprise les décisions de la Cour constitutionnelle. Antoine a débat au chacun, Médéric, avec votre... Oui. Qui constitue pourtant la Cour constitutionnelle, qui constitue pourtant le gardien de la base constitutionnelle du pouvoir sur lequel l'on est assis. Alors, Antoine a débat à suivre votre vis-à-vis. Est-ce une ère de désenchantement ou une mauvaise appréciation du contexte? Parce que qui parle de réforme parle forcément de mécontentement, de déception à des niveaux donnés, pour ensuite se rendre compte de l'évidence, peut-être heureuse. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, peut-on dire que cette symbiose qu'il y a eu hier entre le peuple et tout ce grand nombre appelé à conduire la barque Béné à destination heureuse, il y a comme un petit aveu de désenchantement? Écoutez, cher ami Joël, nous approchons ce qu'on appelle dans les grandes démocraties le bilan de mi-mandat. Déjà? Oui, ça fait déjà 2 ans. Nous sommes dans un système, dans un régime politique de 5 ans. Tout à fait. Alors, il y a 2 ans, nous approchons le bilan de mi-mandat. Et déjà, on peut faire un petit bilan, même si c'est bref,
de la gestion du pouvoir de M. Patrice Talon. Alors, je voudrais mettre l'accent sur un fait fondamental. La question donc, de la liberté des expressions. Comme tout à l'heure le martelait mon co-débatteur. Vous savez, chaque président qui vient au pouvoir a sa vision. Il vient sur la base d'un projet de société. Il vient sur la base, je dirais, d'un programme. Lequel programme, il soumet au peuple. Lequel programme est voté, en réalité. On ne vote pas un candidat, mais on vote un programme. M. Patrice Talon a été élu. Moi, j'estime pas qu'il a été élu sur la base de son projet de société. Même si il y a eu un consensus entre candidats pour, en tout cas, choisir et soutenir celui-là qui viendrait. Si on doit s'en tenir à une analyse caduque, je dis que c'est pas bien. Chaque président a sa stratégie. Chaque président a sa méthode de travail. Chaque président a sa stratégie et cette stratégie, justement, s'appuie fondamentalement sur sa vision. Même si nous reprochons des choses à M. Patrice Talon, c'est vrai, c'est, je dirais, un des aspects qui s'observe dans toutes les grandes démocraties. Vous savez, lorsqu'un président vient, il y a une euphorie, vous l'avez dit tout tantôt, il y a une euphorie, il y a un engouement collectif autour de ce président-là. Il y a des joies qui sont manifestées. À un moment donné, on sent que lorsqu'on parle des réformes, on l'avait dit tantôt, lorsqu'on parle de réformes, tout le monde n'est pas concerné. Tout le monde n'est pas pris en compte. Il y a donc d'autres qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. C'est ça, les vraies valeurs d'une démocratie. M. Patrice Talon a engagé dans des réformes. Il a dit à plusieurs reprises qu'il est venu pour des réformes institutionnelles, politiques et économiques. Il a engagé ces réformes-là. C'est normal que certains, en tout cas, connaissent des difficultés en termes de grincement de dents, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ces réformes-là. Mais d'autres se disent, écoutez, pourquoi pas. C'est là que je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur que quand on veut faire une analyse en termes de gestion du pouvoir d'un exécutif, il faut d'abord tenir compte de l'avis de l'opinion publique. Or, à ce niveau-là, il y a deux types d'analyses à faire. La première analyse, c'est l'analyse des pros et des contre. Ça veut dire quoi? En politique, quand on parle d'analyse politique, faites très attention, M. Joël, il y a l'opinion publique favorable. De qui est-elle constituée? Il y a l'élite, il y a la masse populaire. Il y a l'élite politique, l'opinion publique défavorable. De qui est-elle constituée? Alors, il faut d'abord s'appesantir sur ces aspects-là pour juger réellement, je dirais, les retombées des réformes engagées par le président Patrice Talon. Et quand vous voulez passer en revue, quelle appréciation faites-vous? Écoutez, il est trop tôt de juger un président. Il est trop tôt de juger un président qui n'a pas encore fait, je dirais, le cas de son mandat. C'est très difficile. Vous savez, on dit souvent, l'essentiel c'est d'être arrivé à Rome, tout chemin y mène. Le président Patrice Talon qui a un projet de société, je l'ai dit tantôt, qui a une vision pour le peuple, a sans doute une méthode de travail. C'est vrai, cette méthode n'est pas peut-être conforme à tout le monde, n'est pas appréciée par tout le monde, c'est normal. Il y a ce qu'on appelle en politique la volonté générale et la volonté de tous. Moi je crois que je ne voudrais quand même pas mettre les charrues devant les bœufs. Je suis d'accord que à l'interne, beaucoup de choses ne vont pas en termes de tension sociale. Et tout à l'heure, votre chronique l'a dit, la fronde sociale qui pèse sur le pays. Mais je crois qu'il nous faut encore donner du temps pour juger réellement les retombées de ces réformes politiques engagées par le président. Encore un peu de temps, oui. 2016, 2018, il y a encore 2019, 20 et 21. Un bout de temps où tout peut arriver. Tout peut changer, dans le positif, tout le bien qu'on peut souhaiter au Bénin. Mais entre autres baromètres, pour apprécier l'état de cette démocratie dont la vitalité a conduit à ce passage de témoins sans effusion de sang, c'est bien la presse. Son état aujourd'hui, le regard qu'on y poste. Antoine Adebayo-Chakran, je reviens vers vous. En portant votre regard sur cette presse aujourd'hui, la liberté de la presse, comment vous l'appréciez? Comment l'universitaire vit-il cela et l'observe? Écoutez, quand on dit la presse, c'est le quatrième pouvoir. C'est d'ailleurs l'analyse faite par les grands démocrates. Lorsqu'on vit dans un régime démocratique et que la presse n'arrive pas à s'identifier comme telle, comme quatrième pouvoir, s'afficher
s'exercer, s'appliquer, se faire remarquer pour apporter en tout cas une touche considérable à la construction de l'édifice national, on peut se dire que c'est un régime qui, je dirais, ne remplit pas totalement les conditions de régime démocratique. Alors, pour ce qui concerne le cas du Bénin, c'est vrai, je n'ai pas de preuves palpables pour étayer mon argumentation, mais nous sommes sur votre plateau, nous échangeons, nous débattons. Je dis ce que je veux. Je n'enfreins en tout cas, je n'enfreins pas aux lois de la République. Je m'exprime. En tout cas, c'est mon analyse, elle est personnelle. C'est à vous, journalistes, de m'apprécier. Je peux dire que la presse évolue. Mais ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il faut accepter l'anarchie. Un accent fondamental. Ça me rappelle encore, bien évidemment, écoutez, je suis après tout un universitaire, vous l'avez dit. Je m'appuie surtout sur les œuvres scientifiques. Il y a un universitaire américain, un politologue, un grand politologue, qui dit, dans un régime démocratique, lorsque le pouvoir central est faible et ne parvient quand même pas à quadriller l'opinion publique, c'est un pouvoir mort. Alors, si je maintiens alors à cette logique scientifique, je peux dire que le régime donc, de M. Patrice Talon a en tout cas intérêt à cadrer l'opinion publique, à cadrer la presse. Pas en tout cas je dirais, à asseoir une certaine pression aveugle, pas à dicter, je dirais, des codes de conduite. Donc, à faire en sorte que la presse, dans son apport, dans sa contribution à l'édifice national démocratique, ait un canevas. Lequel canevas lui permettra de respecter les exigences internes, les lois de la République. Nous ne sommes pas dans la colonne de Petro. Nous sommes dans une république, dans un état de droit. Et que par conséquent, chaque acteur, où qu'il se trouve, a l'intérêt obligatoire à faire en sorte que les lois de la République soient respectées, à faire en sorte que nous respectons, en tout cas, je dirais, la hiérarchie, l'autorité suprême, la magistrature suprême. À ce niveau-là, même si on a tendance à croire qu'il y a un certain bafouement des règles démocratiques en termes de liberté d'expression, je dis que ce n'est pas encore criard. Oui, c'est vrai, il faut donner, je dirais, plus de liberté. Il faut permettre à la presse de pouvoir s'exprimer davantage. Oui, mais il faut juste que cette presse soit quadrillée pour que réellement elle puisse jouer sa partition. François Congo, oui, vous êtes du milieu. Je le disais, l'un des viviers de la démocratie, ça reste la presse. On se rappelle tout le mal qui a été le sien durant la fin du règne de Boni Yayi. On se rappelle cette histoire de « Je suis Ozias de vous ». Aujourd'hui, ce n'est que 2 ans. Votre vis-à-vis l'a mentionné, il y a encore du chemin à parcourir, mais déjà mi-mandat, le parcours dans ce milieu, comment vous l'appréciez? D'abord, je tiens à relever que un quart des 5 ans, ça fait 15 mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait déjà les 24 mois. Et nous tendons vers la moitié du mandat. Et 2 ans, c'est l'âge suffisant pour apprécier quelqu'un à l'œuvre. 2 ans, c'est largement suffisant pour faire l'état des lieux, aller vers les réformes, comme on l'a dit, parce que réforme, cela veut dire tout simplement qu'on veut apporter une nouvelle touche pour relever les insuffisances, finir avec les errements et les égarements et aller vers des solutions alternatives qui puissent propulser le pays et dans la modernité pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et pour le rayonnement de la nation. À l'évidence, bien avant de parler de la presse, on a constaté que sur le plan de la démocratie, en 2 ans, le Bénin a reculé. Le Bénin a reculé sur le plan de la démocratie en ceci que les institutions ne sont plus respectées. La Cour constitutionnelle notamment. Le Bénin a reculé sur le plan de la démocratie parce que le Béninois aujourd'hui n'est plus libre de parler. En 2 ans, des institutions ont été instrumentalisées pour fermer des chaînes de télévision, pour fermer des chaînes de radio, pour opprimer financièrement et économiquement des journaux, parce qu'on peut vous empêcher d'exercer bien le métier de 4e pouvoir en faisant mes basses sur la régie publicitaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui appartient à tout le monde, certains individus, comme s'ils ne pouvaient pas se débrouiller si l'État n'existait pas, s'en accaparent, prennent des copains, des coquins, se le distribuent
pensant que c'est un bien familial. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La démocratie béninoise aujourd'hui est prise en otage parce qu'on n'est plus libre de se réunir. Un congrès qui est prévu pour le 24 prochain, alors que toutes les formalités ont été déjà accomplies, alors qu'on a payé de l'argent pour louer les espaces, on en vient à tenter de bloquer ce congrès parce que ce congrès est organisé par celui qu'on avait appelé deuxième SECO, celui par qui on ne serait jamais au pouvoir, mais celui qu'on a décidé, en sapant les fondamentaux spirituels du pouvoir, de combattre dès le début du mandat accordé par le peuple. On a trahi le peuple. On a trahi la conscience individuelle et collective du peuple et on a mis devant les intérêts de clans. Le Bénin aujourd'hui, et je pèse mes mots, on peut écrire des noms, on peut faire des comparaisons, est dirigé par un clan. Mais derrière, sur la question de liberté. Et nous avons exactement, par rapport à cela, tout comme nous allons y revenir, le secteur économique bradé est pris en otage par une mini-minorité de personnes. On y revient, comme vous l'avez dit, très rapidement. Tout comme cela, le secteur médiatique aujourd'hui, parce que je suis dans une évolution analytique, le secteur médiatique se retrouve embrigadé par des gens qui se sont octroyés le droit d'être plus rupturiers que tout le peuple béninois, de nous imposer la normocommunication, pour nous amener à constater que le chef de l'État lui-même, devant le clergé catholique et devant le clergé musulman, a reconnu qu'on ne l'a pas bien aidé à expliquer ses réformes. Je vous ai suivi tout à l'heure, cher ami. Vous aviez de la peine à me présenter ne serait-ce qu'une seule réussite sur le plan démocratique. Vous avez reconnu qu'on pouvait faire un bilan à mi-mandat dès le départ, mais vous vous êtes tout juste rebusqué parce que vous savez que vous n'avez pas d'éléments à avancer pour dire qu'il faut laisser le temps. Non, on ne délie pas un chèque à blanc à un chef d'État. Le chef de l'État ne fait pas sa volonté. Il n'est pas le PDG de l'entreprise SA Bénin. Il est l'émanation de la volonté populaire. L'incarnation du désaveu des acteurs politiques classiques, du refus du troisième mandat du président Bouriaï et donc d'un Bénin véritablement détaché des tares du passé pour aller vers les pays. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les concours qu'on dénonçait, aujourd'hui il y en a pire au niveau des inspecteurs généraux des finances. Nous étions le seul journal à parler de ce sujet au niveau des inspecteurs généraux des finances. Puisqu'on était les seuls, le sujet ne revient plus. Et pourtant, il y a eu de la fraude. Maintenant, on n'est pas là pour en parler. Les organisations de la société civile qui parlaient se retrouvent un peu sclérosées, tétanisées et jouent un peu au jacouatu. Sur le plan démocratique, j'insiste pour le dire, sur le plan médiatique, le Bénin a reculé de plus de 50 ans. Et le constat est encore indulgent. Indulgent tout simplement parce que de la normocommunication aujourd'hui, on en est à la propagande à outrance. Non mais Eric, vous ne parlerez pas de propagande sous talent. Mais je vous en prie, nous avons une trentaine de journaux. Ils appellent 7 titres qui osent. Aujourd'hui. C'est le fait du régime, n'est-ce pas, les confrères qui ont choisi cette ligne de conduite. C'est vrai qu'une rédaction, c'est une ligne éditoriale. C'est vrai qu'une rédaction, c'est une entreprise. Mais c'est également vrai que lorsqu'on accepte être journaliste, on peut avoir des épreuves de métier comme nous l'avions connu. On peut avoir des difficultés financières momentanées. Mais interrogeons ce qu'on nous a toujours enseigné. La responsabilité sociale du journaliste. Doit-on accepter, parce que l'on veut avoir de l'argent de l'État, ce qui appartient à nous tous, doit-on accepter avoir de l'argent de l'État pour insulter sans raison? En tout cas, Médéric François Gongo, je vais évoquer un dossier. Allez-y rapidement. Je vais évoquer un dossier pour vous démontrer la dangerosité
le degré approfondi de l'abêtissement. Allez-y très rapidement. Il y avait eu cette affaire de drogue de 18 kg de cocaïne prétendument qualifiée de pure. Pendant ce moment, les journaux pro-gouvernementaux, les coupons de presse existent. Au lieu de dire les faits tels qu'ils sont, ont tenté de présenter un mis en cause comme le Pablo Escobar du Bénin. Mais en le faisant, ce n'est pas à M. Sébastien Djamou seul qui causait des torts, mais c'est à la plateforme Bénin. Lorsque vous dites que le président du patronat de votre pays, le troisième aux élections présidentielles de votre pays, celui qui était perçu pour être le premier contributeur reconnu par les cadres des impôts eux-mêmes, lorsque vous le présentez comme un trafiquant de drogue, pensant que vous rendez service aux presses locataires de la République, mais vous détruisez l'image de votre pays. Où se trouve la responsabilité sociale? Merci, François Gogo. Au nom de quoi et pour quel pécule? En tout cas, le Bénin... La presse, ou soit elle est contrôlée, ou soit elle est muselée, ou soit tout simplement elle est confinée dans cette dernière retraite. Merci Médéric François Gogo. Antoine Adebayo sur la presse. Médéric a tellement dit, oui, c'est vraiment son milieu. Pour lui, il y a beaucoup encore à faire. Il y a du travail à faire pour permettre à cette presse de redorer complètement son blason. Je vous ai senti à des moments donnés avoir quelques réactions. J'imagine que vous avez des compléments à faire. Sinon, c'est d'apprécier aujourd'hui l'environnement associatif au Bénin. Il est très mouvant. Aujourd'hui, un peu, dit-on, taciturne, je ne sais pas, l'universitaire a aussi l'occasion d'apprécier parce que c'est un milieu où l'on prend aisément la température des mouvements associatifs. Écoutez, d'abord, je voudrais dire à mon co-débatteur que lorsque je le suis attentivement, j'ai parfois tendance à croire que c'est un opposant politique qui parle, et non un éditorialiste. À travers ses analyses, à travers, je dirais, la critique, certes, profonde et pertinente qu'il fait. Mais je crois que nous sommes ici dans un plateau de télévision purement libéral. C'est vrai? Tout à fait. Il faudrait que, parfois, dans nos analyses, nous mettions un peu de l'eau dans nos vins pour donner, en tout cas, un sens réel au débat contradictoire dans notre pays. Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit tantôt, le cadre associatif, c'est vrai, notre pays connaît quelques difficultés à ce niveau-là. Je suis universitaire, je crois, il y a de cela 4-5-6 mois par le passé, les étudiants ont été totalement déjoués à ce niveau-là parce que justement on a estimé que le mouvement associatif, l'UNEB, le CEB ne répondent plus réellement aux aspirations d'un cadre universitaire réel. Ils ont été, simplement dire ainsi, remodelés selon les principes, en tout cas légaux, selon les principes républicains. Alors, dans le volet social, vous l'avez dit tantôt, M. Joël, vous savez, il a dit, chaque régime qui vient au pouvoir a sa manière d'apporter sa touche à la consolidation des acquis démocratiques. Et j'ai dit qu'on ne peut en aucun cas accepter que pour des principes démocratiques, il faut à tout prix, je dirais, permettre tout. Il faut quadriller l'opinion publique, il faut quadriller le social. Alors, pour ce qui concerne les associations, oui, il y a parfois des actes, on peut le dire ainsi, de pression qui viennent de l'exécutif. Il y a donc des actes qui étouffent un tant soit peu les dynamiques collectives. C'est normal. Moi, je pense de normal. Parce que c'est pas parce qu'il faut revendiquer qu'il faut revendiquer. Il faut revendiquer si réellement les revendications sont légitimes. Mesdames, Messieurs, vous serez sur votre soif. Oui, c'est ainsi le concept du temps qui gouverne tout plateau. Vous l'avez compris, ce plateau n'est pas consacré au bilan. Nous y reviendrons. Il s'agit d'apprécier le phénomène du 20 mars. Ce jour-là, ce moment de grande euphorie. Oui, on est presque au terme de ce décryptage autour du 20 mars. Les grandes questions qui restent autour de grands dossiers, comme le volet social, le volet économique, nous y reviendrons, je vous fais la promesse. Nos invités sur ce plateau avec, parce que vous l'avez remarqué, ils sont beaucoup à nous apporter. Je vais plutôt leur donner la parole pour leur conclusion. Ce sera autour de ce phénomène de 20 mars. 2 ans après,
Antoine Adebayo, toujours le mythe. Oui, le mythe, parce que justement, les retombées donc, des réformes ne sont pas encore palpables, visibles. Merci Antoine Adebayo, toujours le mythe. Médéric François Gongo. 2 ans de gâchis et 2 ans de prédation des ressources, 2 ans de bradage du patrimoine. Merci Médéric François Gongo, Antoine Adebayo. Merci, vous l'avez compris, la route est longue. Ici, l'opinion reste aussi libre. On se retrouve très bientôt. Ce sera pour apprécier en son temps le chemin parcouru à tous les niveaux. Cette citation du religieux journaliste et homme politique français Henri Locardet pour définitivement prendre congé de vous. Ce qu'il y a de plus doux au monde, c'est d'être oublié des hommes, hormis de ceux qui nous aiment et que nous aimons. Le reste nous apporte plus de troubles que de joie. Prenez soin de vous. À très bientôt.